Des gestes doux pour créer un moment de détente et de relaxation, ce sont les massages magiques, une technique enseignée aux soignants et aux parents pour permettre aux enfants atteints de cancer de mieux appréhender leur traitement. À tir, mais pas à travers, la première compagnie du Dauphiné organisait ce week-end pour la première fois un championnat de France de tir à l'arc en salle. C'était à Alpexpo, un challenge réussi pour l'association qui fête cette année ses 60 ans. Et puis on va pas se prendre la tête, mais la semaine du cerveau coordonnée par la Société des neurosciences, ça commence aujourd'hui avec l'Université Grenoble-Alpes. Le thème cette année, apprendre ou à laisser. Louise Kaufmann, enseignante-chercheuse et membre du comité scientifique, est l'invitée du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 13 mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Faire oublier la douleur des enfants pour leur permettre de mieux recevoir les traitements. En association avec la fondation d'une grande marque de soins dermatologiques, l'hôpital Couple Enfant du CHU Grenoble-Alpes propose aux parents et aux soignants des formations au massage magique réalisées sans huile ni crème, juste un peu d'amour et de compassion. Jade Lanier. Lydia et Rafik sont venus à l'hôpital Couple Enfant du CHU de Grenoble pour faire soigner leur fille Radija. Âgée de 16 ans, cette dernière est atteinte d'une tumeur au cerveau. Pour l'aider à supporter la radiothérapie, ses parents apprennent à réaliser des massages magiques, une technique pour apaiser les douleurs provoquées par la maladie et ses traitements invasifs. Il y a une prise en charge vraiment très variée, des thérapies complémentaires comme celle-ci. Donc les massages, ça peut faire énormément de bien. Et ça, pour le moral, pour aller se battre contre déjà cette maladie, c'est primordial. Je suis vraiment satisfaite de cet atelier et je compte refaire tous les massages. Conçu par la fondation La Roche-Posay, les massages magiques est un jeu pour les enfants atteints du cancer. Il consiste à raconter une histoire tout en faisant différents massages. Des gestes doux pour créer un moment de détente et de relaxation avant, pendant ou après les soins. On utilise beaucoup les soins de support pour justement occulter la douleur chez l'enfant, pour faire de la diversion, mettre en place des outils hypnotiques pour favoriser justement le meilleur soin possible. Soignants et parents sont formés à un ensemble de méthodes de distraction et de relaxation. L'objectif, aider les enfants malades à affronter leur traitement plus sereinement. L'intérêt pour les soignants, ça va être d'avoir un outil supplémentaire pour améliorer la qualité de vie du patient, du jeune patient. Les parents viennent en principe sans leurs enfants et ça va leur permettre d'avoir également un outil supplémentaire pour toucher leur enfant, mais aussi comment le toucher. Ça va leur permettre également de recréer du lien avec leur enfant. Les massages magiques sont adaptables en fonction de l'âge et de la pathologie de l'enfant. Dans certains cas, ils permettraient de diminuer les nausées et le stress, mais aussi d'améliorer le rythme cardiaque ou encore la fréquence respiratoire. Et pour que la méthode soit accessible à tous, un livre est aussi disponible aux éditions Marcel et Joachim. 1 € est reversé à l'Union nationale des parents d'enfants atteints de cancer ou de leucémie. Nettement moins reposant, l'Esplanade a repris son petit manège. Depuis ce lundi, l'arrêt de tram Annie Fratellini à Grenoble est fermé. Il n'est plus possible depuis le 9 mars de se garer sur ce parking d'entrée de ville. Il s'agit de préparer l'arrivée des forains qui animeront du 1er au 23 avril la foire des rameaux. Ce sera la 87e édition. Des difficultés de circulation sont particulièrement attendues aux abords lors de l'arrivée des poids lourds transportant les manèges. Ce sera le 22 mars. Pas de projet concernant spécifiquement l'Esplanade dans les 30 budgets participatifs retenus au terme du Forum des idées qui s'est tenu samedi à l'Hôtel de Ville de Grenoble. 700 personnes s'étaient déplacées. Durant le vote final qui aura lieu cet été, les Grenoblois devront départager la création d'un club de foot gaélique, un jardin-forêt comestible, un camion santé mobile, la réinstallation de 10 cabines téléphoniques ou encore la remise en eau des fontaines patrimoniales. Pour la 8e édition, le montant alloué par la ville passe de 800 000 à 1,8 million d'euros, mais ce ne sera plus attribué que tous les 2 ans.
Pas question d'installer des aires de tir à l'arc dans tous les parcs, même si tous les enfants aiment jouer les Robins des Bois dans la forêt. Ce week-end à Alpe Expo, c'était du sérieux. Le club de Grenoble, la première compagnie d'arc du Dauphiné, a organisé pour la première fois, et pas la dernière, des championnats de France en salle. Un défi relevé haut la main par le premier club de France en termes de licenciés, Loulena Juillet. Les flèches fendent l'air par dizaines dans un silence déconcertant. Les meilleurs archers et archères de France s'affrontent à l'occasion du championnat national de tir à l'arc. 3 jours de compétition intense à l'Alpe Expo pour obtenir le titre de champion et championne de France. Leur cible, des blasons d'une 40aine de centimètres de diamètre dont le centre mesure entre 2 et 4 cm seulement. Avec une distance réglementaire de 18 mètres, placer sa flèche au centre devient donc un exercice difficile. Si tous les athlètes cherchent à gagner le maximum de points avec 60 flèches, tous n'ont pas le même arc. Moi je pratique l'arc classique, c'est l'arc qu'on retrouve au JO par exemple. Après il y a aussi l'arc sans viseur, l'arc barbeau. Et on a les arcs à poulie avec des petites roulettes en haut et en bas. Malgré les apparences, le tir à l'arc demande beaucoup d'entraînement. En plus d'une préparation physique, les pratiquants doivent surtout se doter d'un mental de fer. Il va se passer beaucoup de choses dans la tête. On a beaucoup le temps de réfléchir quand on est sur le pas de tir. On a 2 minutes pour tirer 3 flèches. Une flèche, ça peut prendre entre 5 et 15 secondes. Au final, on passe avec l'arc vraiment bandé dans les mains qu'environ 30 secondes. Moi, je sais que j'essaye de laisser l'idée arriver, de la laisser repartir avant de lever le bras pour tirer une flèche. Ça peut ressembler un peu à de la méditation, voilà, en pleine conscience, être sur le moment présent. On a une idée parasite, il y a de grandes chances qu'on rate, quoi. L'événement a été coordonné par la première compagnie d'arc du Dauphiné, une première pour ce club grenoblois. S'ils ont reçu l'aide technique de la Fédération française de tir à l'arc, les 60 bénévoles du club ont dû anticiper tous les imprévus d'un tel rendez-vous. Et on a commencé il y a pratiquement un peu moins d'1 an, mais on a commencé à travailler, à faire tout, ne serait-ce que de réussir à avoir la salle. C'est beaucoup de choses à prendre en compte. Là, s'il y a un record de France qui est fait par exemple sur le week-end, il faut qu'il puisse être homologué. Donc pour ça, on a plein de choses, des distances précises, des inclinaisons de cible, etc. Les bandeaux verts, c'est des filets, en fait, c'est fait pour arrêter les flèches si jamais par un accident, ça sort de la cible. Le tir à l'arc, ça peut devenir dangereux assez rapidement. La première compagnie d'arc du Dauphiné assurera le bon déroulement de ce championnat national les 2 prochaines années. Et le local de l'étape, Bruno Laurer du club de Grenoble, a été éliminé en quart de finale. Mais on le retrouvera en Isère à Lons-en-Vercors du 31 juillet au 6 août pour les championnats de France de tir campagne. Après ce JT, retrouvez le Sport Express de Lucille Dailly où il sera question de victoire mais aussi de frayeur. Les Brûleurs de Loups se sont fait peur dans cette série de quart de finale de Ligue Magnus face à Mulhouse. Après avoir remporté les 2 premières manches, Grenoble s'est incliné dans la 3e en Alsace avant de renouer avec la victoire dans la douleur dimanche. Les Brûleurs remportent la 4e manche 7-5 et doivent donc disputer un 5e match à Pôle Sud. Et puis le GF38 retrouvait le Stade des Alpes pour recevoir son voisin du FC Annecy, récent vainqueur de l'OM en quart de finale de Coupe de France. Mais cette fois, Annecy s'incline face au GF38 qui s'impose grâce à un doublé de Mathias Phaéton. Je pense, donc je suis. On va s'intéresser à présent à ce qui se passe dans nos petites têtes grâce à la semaine du cerveau, un événement national que ne manquent jamais les chercheurs de l'université Grenoble-Alpes qui concoctent le programme. C'est votre cas, Louise Kaufmann. Bonsoir. Vous êtes membre du comité scientifique de la semaine du cerveau à Grenoble et également enseignant-chercheur en psychologie. Le thème que vous avez retenu cette année, c'est apprendre, en un mot, apprendre ou à laisser. En gros, c'est de savoir ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend. Oui, alors c'est vrai que le cerveau, s'il est capable d'une chose, c'est bien d'apprendre. Et il est capable de multiples formes d'apprentissage. Apprendre tout au long de l'enfance, par exemple, mais aussi apprendre tout au long de la vie jusqu'au fin. On apprend tout au long de la vie, voilà. C'est une bonne nouvelle. Il est capable d'apprendre, de se modifier tout au long de la vie. Capable d'apprendre, par exemple, de nouvelles langues, de nouvelles choses continuellement. Et puis, une capacité qu'il a aussi, c'est de réapprendre parfois quand certaines fonctions étaient perdues grâce à la plasticité cérébrale. Et donc, c'est des choses voilà, qu'on va aborder au cours de cette semaine sur ces multiples facettes de l'apprentissage du cerveau. Le cerveau, il est plastique, c'est un muscle, il faut donc l'entraîner.
Ou c'est plus compliqué que ça? C'est un peu plus compliqué que ça. Je ne sais pas si on peut réellement le comparer à un muscle, mais effectivement, plus vous allez stimuler certaines fonctions ou répéter certains types d'entraînement, plus vous allez créer une force de connexion plus importante entre certains réseaux du cerveau qui vont permettre ensuite d'activer ces réseaux plus facilement et d'accéder plus facilement à certaines fonctions, par exemple, qui ont été entraînées. Alors, il a aussi ses limites. On ne peut pas non plus... il ne suffit pas de s'entraîner à faire toujours la même chose pour apprendre et être capable d'apprendre à l'infini. Il y a quand même des limites. Mais effectivement, c'est ça, une de ses principales spécificités, cette capacité à se modifier, justement, pour pouvoir apprendre continuellement. Vous êtes maître de conférence et responsable d'une unité de psychologie. Sur quoi portent vos travaux ? Alors moi, je m'intéresse à la perception visuelle et là aussi, on sait que pour percevoir l'environnement avec nos yeux visuellement, on se base beaucoup sur ce qu'on a appris du monde, de l'environnement. Alors, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on perçoit le monde visuellement, il y a énormément de situations où l'environnement il peut être très ambigu, très, très bruité. Par exemple, quand on est sur la route, qui fait un peu sombre ou qu'il y a du brouillard, parfois on va percevoir des formes qui sont un peu floues, un peu grossières, qu'on ne va pas arriver à identifier très rapidement. Et c'est finalement ce qu'on connaît de notre environnement, ce qu'on a appris du monde, qui va permettre à notre cerveau de reconstruire ce qu'on ne voit pas vraiment et de nous faire croire qu'on le voit correctement. Est-ce que c'est un petit peu comme lire un texte à trous? Il paraît qu'on arrive à retrouver les lettres. Exactement. Voilà. Notre cerveau est en permanence en train d'utiliser ce qu'il connaît pour prédire en quelque sorte ce qu'on va percevoir. Et donc ça nous aide finalement à nous adapter à ces situations où les signaux visuels ou d'autres modalités sensorielles sont ambigus, sont bruités. Parfois, ça peut aussi nous tromper parce que justement, comme il s'appuie sur ce qu'il connaît, si ce qui se produit, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas ou auquel il ne s'attend pas, ça peut nous tromper et biaiser notre perception. Voilà, donc moi, j'essaie de comprendre dans quelle mesure ces connaissances, nos apprentissages modifient notre perception et dans quelle mesure ça peut nous tromper parfois. Et aussi pour mieux comprendre comment, chez certains patients qui présentent des troubles de la vision, ces mécanismes peuvent être aussi altérés. Alors, ce rendez-vous, la Semaine du cerveau, c'est un rendez-vous qui s'adresse vraiment au grand public et c'est l'occasion de rencontrer des chercheurs qui sont souvent cachés dans leur laboratoire parce que Grenoble, c'est quand même une place forte pour la recherche en matière de cerveau, de neurologie. C'est vrai qu'à Grenoble, on a quand même la particularité d'avoir trois grands laboratoires avec des chercheurs et chercheuses spécialisés dans l'étude du cerveau. Alors, chaque laboratoire étudie le cerveau à différents niveaux. On a par exemple l'Institut des neurosciences qui va s'intéresser aux aspects plus cellulaires, les neurones, etc. Le laboratoire de psychologie et neurocognition dont je fais partie, qui s'intéresse plutôt aux grandes fonctions cognitives permises par le cerveau, comme le langage, la mémoire, la perception. Et puis le GIPSA-Lab qui va s'intéresser plutôt au traitement de données issues du cerveau, donc par exemple des signaux électriques qu'on peut mesurer à la surface du cerveau, ce genre de choses. Alors, la Semaine du cerveau, ce sont évidemment de nombreux rendez-vous. Il y a des conférences, il y a un éditathon avec la casemate. Il y a des spectacles, et notamment un spectacle sur l'apprentissage du corps avec des danseuses. Ouais. Alors là, dans cet événement qui a lieu mercredi soir sur le campus à l'Est, on va s'intéresser aux capacités d'apprentissage extrême de notre cerveau via une interaction entre des artistes de haut niveau, donc des danseuses qui sont danseuses de haut niveau, étudiantes à l'Université Grenoble-Alpes, et un chercheur de l'Institut des neurosciences qui travaille justement sur les capacités d'apprentissage du cerveau pour ce qui concerne les mouvements et le corps. Donc voilà, ce sera Et puis il y a aussi des jeux, parce que finalement, apprendre, c'est une sorte de jeu. Oui, donc il y aura, on peut apprendre par le jeu. Il y a une grande soirée jeu. Il y aura une soirée jeu organisée dans le centre-ville, alors où il y aura des doctorants et post-doctorants des différents laboratoires qui organisent une soirée jeu autour. Voilà, ce sera aux 7 royaumes. Merci beaucoup, Louise Kaufmann. Et si on veut participer à la Semaine du cerveau, aux différents rendez-vous, le mieux c'est de s'inscrire sur le site semaine-du-cerveau.fr. C'est facile à retenir, même pour nos cerveaux un peu fatigués. Merci beaucoup. Je t'en prie.
Comme un air de vacances, le Grand Ongle de Voiron accueille mardi soir la troupe Karmanwati du village coutumier de Sebatou pour un spectacle de danse balinaise. Des danses, masques, récits d'Indonésie. Remarqués pour leur musique cérémonielle, les citoyens musiciens se sont aussi fait connaître aux côtés de Pierre Boulez ou au Palais Garnier. Une première partie avec un florilège de danse de couple et solo virtuose et une seconde autour d'un récit initiatique entre ballet royal et ballet de masque. On reste en Asie, on se quitte en couleur, en Eurasie même, et en musique avec la fête d'Holi, qui symbolise la fin de l'hiver, célébrée partout en Inde, mais aussi dimanche à Grenoble sur la Haute Vitesse grâce à l'association Boli Ciné. Namasté et belle soirée à tous.